Bonsoir et bienvenue à l'émission À travers. Nous sommes contents de savoir que vous êtes avec nous. Et cet après-midi, nous avons sur le plateau avec nous Marina Gourg, enseignante de carrière, sportive, femme politique. Elle vient partager ses expériences ainsi que ses projets avec nous. Bonsoir Madame Gourg et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Madame Michel, chère Naïma, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Enfin, nous sommes vraiment contents de dans l'émission. Mais Madame Gourg, on va un petit peu voyager. C'est ce qu'on fait dans cette émission. On voyage un peu dans le temps avec nos invités. Et on dit, je sais que peut-être vous connaissez cet aspect. Pour comprendre l'adulte que nous sommes, il faut questionner l'enfant que nous étions. Donc, essayez de nous dire comment ça a été la projection sur Marina Gourg en tant qu'enfant ou adolescente. Comment ça t'est? Comme disent les grands psychologues, tout se joue avant 6 ans. Ah, oui. Je voudrais tout d'abord adresser un cordial salut, un salut patriotique à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la Télé Pacifique, spécialement les fans de l'émission À travers, qui est une émission très prisée. Et j'espère que d'ores et déjà, on va passer un moment agréable ensemble avec de fructueux échanges. Bon, pour mon enfance, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse, très riche, avec des parents aimants, des parents éducateurs qui m'ont inculqué beaucoup de notions d'honnêteté, du sens de la responsabilité, le sens du civisme que nous avons perdu ces derniers temps chez nous, avec quand même beaucoup d'amour. Je suis la dernière de ma famille. On m'appelait la petite dernière. Après 3 filles. Les dernières sont souvent gâtées. Gâtées, c'est ce qu'on dit. J'ai été gâtée, mais quand même responsable. Donc, très tôt, et après mon parcours dans le jardin d'enfants, à l'époque, il y avait Monique Barrault, une grande éducatrice. C'est là que j'ai fait mon jardin d'enfants. On n'appelait pas encore kindergarten, c'était Peter Pan. Donc, je suis rentrée chez les sœurs de Sainte-Rose de Lima, naturellement en 12e, parce que mes grandes sœurs étaient déjà là. Et ma mère est une ancienne de Sainte-Rose de Lima, une ancienne pensionnaire aussi. Donc, j'ai passé le cours primaire chez les sœurs de Sainte-Rose à l'ALU, comme on dit. Je n'ai gardé que de bons souvenirs. Et arrivé à cette phase où vous devez faire un choix professionnel, et comment ça a été? Il y avait beaucoup de pression ou bien vous avez déjà une projection et vous vous dites et je vais prendre cette direction-là? Bien, est-ce qu'il y avait beaucoup d'hésitation? Comment ça a été? Bon, après mes études secondaires, je dois dire que je suis restée chez les sœurs de l'ALU jusqu'en 3e. Et les humanités, je les ai faites au collège de mon père, M. Gérard Gourg. Donc, ça m'a beaucoup formée aussi. C'était un changement de sortir de chez une école congréganiste et d'aller dans une école mixte. Ça a été une nouvelle expérience. Et automatiquement, je me suis penchée pour l'éducation, pour l'école normale supérieure, pour suivre la ligne de la famille. Mes 2 sœurs avaient déjà fait l'école normale. Ma sœur Claudine elle-même, elle avait fait l'agronomie. Donc, j'ai choisi d'être enseignante aussi comme mes parents. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'école normale supérieure à la section sciences sociales. Et parallèlement, à cette époque, on avait le temps, le pays le permettait aussi, de faire 2 facultés. Donc, j'avais intégré aussi la faculté d'ethnologie dans la section psychologie. Donc, j'ai fait le cycle ensemble. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais comme vous avez vraiment mentionné votre père qui reste quand même une icône comme avocat, militant des droits de l'homme, homme politique, et nous parlons d'Antoine Joseph Gérard Gourg. Mais comment ça a été votre relation avec lui? Comment ça a été? On a une relation très étroite, je peux dire surtout dans les derniers moments de sa vie. Mais tout au début, il a toujours été un père très aimant. Il disait toujours qu'il est entouré de femmes, ma mère et les 4 filles. Donc, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et je le suivais partout, je peux dire, dans certaines activités, même politiques. Je me rappelle, c'était en 1979, j'avais 15 ans, lors du Vendredi noir des Salésiens. Il devait présenter une conférence, climat politique et droits humains en Haïti. C'était la première fois qu'on allait parler de droits humains et du climat politique sous le règne de Jean-Claude Duvalier. Et ça s'était terminé très mal, avec beaucoup de blessés. Donc, j'étais là aussi pour participer
à cette conférence-là. Mon père a été victime, beaucoup de coups, ma mère, on l'a battu, laissé pour mort, toutes mes soeurs ont été victimes. Donc c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Et je pense que c'est là qu'est venue cette sensibilité d'aller vers les autres, d'avoir un pays meilleur. À partir de cette expérience-là, j'avais dès lors 15 ans. Et je l'ai échappé de justesse aussi pendant cette barbarie du 9 novembre. Donc, quand même, où tu as tout le combat pour mener pour droit de respecter dans le pays ça. Donc, et plus ou moins, où tu as gens, qui étaient bas et ville en quelque sorte. Oui, puisque Réunion était faite régulièrement la Kailan, la Ligue haïtienne, elle était fondée avec des hommes vraiment solides comme Joseph Maxi, du Sec Jean-Baptiste, La Fontaine Joseph, tu avais Irma Rato, il y avait une dame qui était vice-présidente, qui était réunie la Kailan. Et à l'époque, il y avait un pile problème politique, il était intervenu. Ce n'est pas le droit de l'homme qui a fait Kounyan là, même c'était vraiment l'amour pour libérer certains prisonniers politiques, qui étaient intervenus pour tout genre de cas, des abus, tout ce qui se faisait. Et à l'époque, il faut avoir pile courage pour te faire. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ce qui a marqué vraiment son temps. Et je pense que c'est le premier monde c'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre des droits de l'homme. En tout cas, comme je l'avais dit tantôt, il restera, Maître Gérard Gourgue, il restera vraiment une icône pour nous. Tout le monde vraiment qui voulait comprendre et comment il a commencé la bataille là et aller sous chemin il a commencé. Donc, Madame Gourgue, comme nous avons déjà parlé un petit peu et de votre voix et comment vous avez pu choisir professionnellement et parlant, et dites-nous et partagez avec nous et également votre comment je peux dire ça, votre parcours sur le plan sportif, et parce que je sais que vous êtes une ancienne joueuse de volleyball, donc comment ça a été votre contact avec le sport? Bon, il faut dire qu'à l'époque, dans toutes les écoles, on pratiquait différentes disciplines sportives. Donc moi, à Sainte-Rose de Lima, dès la 6e, le cours secondaire, ce qu'on appelle maintenant la 7e année, j'ai intégré le volleyball. Il y avait le volleyball, il y avait le basket. Donc j'avais opté pour le volleyball. Et je dois rendre un hommage à mon premier entraîneur, Jean Dessé, docteur Jean Dessé, qui vit maintenant aux États-Unis. C'est lui qui nous a formés, qui nous a appris à aimer ce jeu-là. Donc, dès la classe de 6e, on avait déjà des tournois interclasses, interscolaires. Et vraiment, ce qui nous a poussé, c'est lorsqu'on allait au Collège Saint-Pierre. Ça, c'est la Mecque. C'était le plus gros programme, plus gros époque, plus gros programme qui était grand à l'époque. Donc là, je me rappelle, en 5e, 4e, j'étais dans la section minime. Et là, on jouait contre les différentes écoles de la capitale. Donc, c'est là, Jean Dessé lui-même, comme entraîneur là, lui. Il était entraîneur continental tout. Il y a un club qu'on appelait à l'époque Continental. C'était le club de Madame Serge Dez. Il était une agence de voyagerie continentale dans les années 79-80. Et c'est un club de première division qui était toute ancienne joueuse internationale. Les Brigitte Roche, les sœurs Irissé, Daniel Saint-Lô, Dez, toutes vraies anciennes joueuses qui étaient Clermont. Donc, Jean te prend les meilleurs qui étaient joués dans la lutte, viennent entraîner avec eux. Et c'est ainsi que je viens entrer dans Continental. Donc, première expérience club, c'était Continental. Nous avons voyagé dans le tournoi international. Donc, ça, c'était au niveau joueuse. Après Continental, dans les années, je pense, peut-être après seconde, 81-82, il y a l'association sportive Tigresse, qui était une section football, qui a fait les beaux jours du sport. Oui, c'est fondé en 72, nous avons de grandes vedettes de Tigresse. Et ils ont voulu mettre une section volleyball dans Tigresse. Donc, c'est ainsi que nous intégré la section volleyball Tigresse là en 82. Et me songez ça bien, c'était Leslie Jacques, le journaliste qui vit en Floride à l'époque, qui était délégué des Tigresses. Pour montrer aux gens que c'était fait, c'était par carte, par lettre, pour demander aux parents l'autorisation que votre fille a été choisie pour jouer dans l'équipe des Tigresses. Donc, j'ai eu un long parcours, près de deux décennies avec Tigresse, comme joueuse et ensuite comme dirigeante. Ah oui, comme dirigeante, et comment ça a été? Bon, comme dirigeante, j'ai joué pendant plusieurs années. Et puis, dans les années 92, on a eu la formation d'un nouveau comité directeur. Et j'ai été nommée vice-présidente suivant les statuts de l'association. Donc, je suis restée à peu près jusqu'en 2010
à la tête du comité directeur. Donc, ça nous a donné une grande expérience d'organiser toutes sortes de championnats. C'est le premier Tigresse qui vient avec à faire beach volleyball. Dans les années 90-92, on le faisait sur la côte des Orcadins. Nous avons fait plusieurs séries. Et puis, nous venons retourner avant le tremblement de terre 2008. Par contre, sous son époque, ça, on avait fait de grands tournois de beach volley au Champ de Mars sur le kiosque Oxyde-Gentil. Ça, c'est la belle époque. C'était la belle époque. En tout cas, on a à peu près perdu tout ça. Et quand vous regardez notre monde sportif ou bien le monde sportif haïtien, que dites-vous? Bon, je dis qu'il y a beaucoup à faire, mais quand même, il y a des fédérations qui travaillent, qui luttent. Je prends l'exemple de la fédération de volleyball. Je prends certaines fédérations, le cyclisme, le tennis. Ils essaient quand même de faire. Mais étant donné qu'on n'a pas encore de loi sur le sport, donc il y a un grand manque à ce stade-là. Donc on espère travailler. Je pense que c'est aussi au niveau du MJSA qu'ils travaillent sur le projet de loi. Si on n'a pas une loi pour régulariser, ou pas besoin de vraiment décoller. Et il y a un problème majeur qui se pose et le sport a pratiquement disparu dans les écoles. C'est ça qui fait grandeur et sport national nous longtemps. Dans toutes les écoles, tu as 4 moniteurs. Moi, j'ai intégré le ministère des Sports en 1985. J'étais monitrice de volleyball dans les lycées. J'ai entraîné le lycée Firmin, j'ai entraîné le lycée Marie-Jeanne à l'époque. Oui, j'ai entraîné pendant 15 ans ces lycées-là. Et il y a même qu'on participait dans le championnat interscolaire. C'est ce qu'on a perdu. Et puis, donc, pour notre malheur, mais il faut garder espoir. Oui, il faut garder espoir. Ben, quand même, on va voir Mme Marina Goug comme femme politique active. Vous avez été secrétaire d'État à la formation professionnelle sur le gouvernement de Michel Martelly. Et que pouvez-vous nous dire suite à cette expérience? Bon, ça a été une expérience très enrichissante, très fructueuse. Je peux dire que ça a été un poste plutôt technique, même quand on est secrétaire d'État, c'est un poste politique. Mais j'étais l'adjoint du ministre. Je n'ai pas voulu être ministre. On avait proposé le poste de ministre, mais j'avais préféré terminer tout ce que je devais réaliser au niveau de l'INFP. Donc, je peux dire qu'au niveau de mon passage, ça a été quand même positif parce qu'on s'est penché sur la loi de la formation professionnelle. On a beaucoup travaillé sur cette loi, d'ailleurs, qui est en suspens, puisque c'est passé, je crois, dans la Chambre basse. Elle n'a jamais pu passer au Sénat. On avait travaillé aussi, on a un document de politique, ce qui n'existait pas. Et on a augmenté l'offre professionnelle pour les jeunes. C'était surtout ça. Donc, on a eu des constructions de nouvelles écoles professionnelles, mais en région. Donc, on avait un projet avec la présidence de 5 écoles à Milo, Miragouane. Le département de Nip n'avait pas encore d'école publique, ainsi que le plateau central. On a construit une grande école à Mirbalais. On a aussi construit une école à Côte-de-Fer et une grande école. On avait lancé l'école à Mayotte, à Péguiville, une grande école professionnelle. Donc, le but, c'était d'augmenter l'offre parce que tout le monde sait que les jeunes ont besoin de formation. Lorsqu'on regarde ce qui se passe maintenant, c'est le seul débouché pour les jeunes, la formation professionnelle. C'est le pilier du développement du pays parce que beaucoup de professionnels, beaucoup d'hommes d'affaires, lorsqu'ils ont besoin d'arranger n'importe quoi, que ce soit minime, ils font appel à des Dominicains, à des Philippins. Donc, le besoin est là. Donc, je pense qu'il faut continuer. Je ne peux pas dire exactement ce qui a été fait à mon départ, quel suivi. Parce qu'on avait aussi un grand projet. Il y a le suivi, c'est ce qui pêche dans l'État. C'est ce qui nous manque. Parce qu'on était sur une bonne lancée. Donc, j'ai passé 4 ans, 5 ans et on a signé beaucoup d'accords aussi parce que c'est un secteur qui est très traité en parents pauvres. Le budget est très, très maigre au niveau de l'éducation nationale. Donc, moi, j'avais fait une stratégie et fait beaucoup d'accords avec les instances internationales. C'est ainsi qu'on avait signé un protocole avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous a donné des fonds. On a eu un accord aussi avec l'APF, la coopération belge, avec l'OIT, les Suisses. On a vraiment fait, des déplacements de formation aussi avec le Sénat, c'est la Colombie, ainsi que le Brésil. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut pas rester sur le budget de l'État. Il faut s'ouvrir et aller vers des bailleurs qui sont là pour vous aider, mais il n'y a jamais vraiment de projet viable et de projet d'envergure
Oui, c'est ça notre problème. Ouais. Et là, vraiment, des projets de développement vraiment solides pour aider à avancer dans le domaine ça. Donc, oui, bon, on dit c'est toujours un parent pauvre, toujours des problèmes avec des professeurs qui partent. La formation des maîtres. Voilà, la formation continue, etc. Donc, tout ça, c'est des paramètres pour nous pencher sur eux aussi. Bon, si vraiment nous besoin font l'autre qualité d'éducation dans le pays ça. Mais en parlant d'éducation, et c'est vrai dans le temps que Mme Goug a choisi aller dans l'enseignement, c'est bon, c'est vrai, cadre n'a pas même. Et moi, je pensais que question enseignement était plus important si on était avec le domaine ça. Mais maintenant, peut-être il y a des professeurs qui nous regardent, des enseignants, et qui sont capables de dire par rapport à la situation à dégrader complètement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Et Timounio qui a perdu jour classe, pas quoi, et vraiment depuis l'année 2018, Timounio vraiment fait, comme tu as dit ça, période de classe que tu as supposé faire. Donc, c'est vrai, avec la technologie, on peut dire on n'est pas en présentiel, on peut faire ça sur le net, mais vraiment, c'est un problème. C'est un problème. La situation laisse à désirer au niveau des écoles. Moi, je suis restée 30 ans dans l'enseignement, comme 30 ans, wow. De 85 à 2015. J'ai dirigé la section primaire. Parce que parallèlement au cours secondaire, beaucoup de gens ne le savent pas, de l'école Gérard Goug, il y avait aussi une section primaire et kindergarten. Donc moi, j'ai débuté, après l'école normale supérieure, j'ai débuté là-haut en faisant des cours de sciences sociales. Et puis, bon, arrive un moment, l'ancienne institutrice qui dirigeait l'école, elle se faisait vieille. Donc, mon papa me dit, il faut qu'il y ait une de nous qui prend la relève. Oui, certainement. Et c'était à Fontamara à l'époque, qui est un quartier quand même avec un Saint-Estance. Et puis, il me dit, bon, puisque vous m'avez désigné, je prends mes responsabilités. Il faut savoir prendre les responsabilités et avoir ce leadership. Donc, très jeune, j'ai été directrice de cette section-là. Et j'ai inculqué la marche à suivre au niveau des professeurs, des programmes, parce que moi, j'ai fait l'école normale supérieure, ça c'est quand même le primaire. Donc, je me suis formée, j'ai pris beaucoup de cours pour pouvoir faire face au niveau de la gestion de cette école. Donc, ça a été une bonne expérience pour la zone et on a dû fermer malheureusement en 2015 avec la situation. Mais même à cette époque, pendant beaucoup de périodes, il y avait des problèmes politiques aussi, mais l'école fonctionnait. On n'était pas à ce niveau-là. Ah oui, ça se c'est une tristesse. Moi, je regarde ça avec beaucoup de tristesse, ce qui se passe pour nos enfants. De bonnes écoles également qui ont fermé leurs portes. Beaucoup n'ont pas pu tenir. Et puis après le tremblement aussi, toute l'école a été effondrée. Après, beaucoup d'écoles congréganistes qui ont pu recevoir des fonds de maison mère, ça n'a pas été facile pour les écoles laïques. Oui. Vois, je regarde le collège chez mon papa, on avait eu quand même de l'aide pour reconstruire, mais après un nombre d'années, les baraques qui étaient faites au fini pas en état. Tu vois, beaucoup d'écoles de renom ont dû fermer avec la situation. Donc, par rapport, en fait, nous devons on certain, comment on est capable de dire ça, encouragement de votre part. Et c'est vrai, j'en dis, il y a peut-être de l'espoir, et peut-être pour les gens qui, dans le secteur ça, qui dit, bon, en tout cas, je vais faire autre chose. Parce que là vraiment... C'est la vocation. L'éducation, il faut une vocation. C'est un métier noble quand tu formes des gens. Parce que quel que soit le monde qui vient s'allier dans le pays ou à l'étranger, son professeur. Et on vous regarde là, elle était mon professeur. Oui, c'est un professeur qui l'a formé. Oui. C'est un professeur. Donc, il faut du respect pour le professeur. Le professeur donne tout ce qu'il a, tout son engagement pour former les jeunes. Donc, il faut du respect. Je pense que c'est la première chose. Donc, il faut respecter ces gens. Et encourager les centres de formation aussi, que ce soit au niveau du fondamental, au niveau des études supérieures, des études classiques. Il faut mettre un accent sur la formation des maîtres. Oui, la formation des maîtres, c'est important vraiment. Et pour nous, pour notre système. Oui, parce que vous êtes appelés à transmettre aux jeunes. Donc, vous devez être bien formés et avoir une formation continue, parce que tout évolue. Ce qu'on savait faire il y a 30 ans, qu'on ne sait pas le faire avec la technologie et autres, qu'on a fait à distance. Donc, tout ça demande des formations et puis suivi. Oui, certainement. Donc, Madame Goug, par rapport avec la première partie, ça, c'est vrai, on peut voyager avec vous dans votre enfance et on peut voyager avec vous
et par rapport à votre temps d'enseignement. Et 30 ans, vous dites, c'est déjà peut-être une bonne partie Oui. et de votre vie, de votre temps que vous avez consacré à l'enseignement et certainement comme sportive. Et moi, quoi que, est-ce que vous jouez toujours? Il faut Oui. poser cette question. Bon, je ne joue plus en équipe. Ok. Parce que mais je continue à Vous faire donnez des touches de balle. consultations, non? Des touches de balle chez moi. Des touches et pour me maintenir. Parce que le volleyball, lorsque vous l'avez, on n'oublie pas. Wow. C'est une grande joie de continuer à pratiquer ce Oui. sport-là. Je vais parfois dans les matchs, mais ça a été toute mon enfance. Oui, oui, c'est Toute vraiment mon passionnant. adolescence aussi. C'est avec les meilleurs souvenirs. Je n'ai pas parlé des voyages lorsqu'on se déplaçait avec le colonel Jacques Joachim, qui est un pilier de ce sport-là, qui a fondé beaucoup Il est toujours en vie? Oui, il est toujours en vie. Il a fêté dernièrement, je crois, c'est 90 ans. Et la fédération lui avait rendu un bel hommage. Donc, mes premiers déplacements, c'était sous la houlette de Jacques Joachim. On allait jouer régulièrement en République dominicaine et on les battait. Wow. Régulièrement. La sélection, je me rappelle en 84, on avait fait une belle tournée en Europe. On avait visité près de 5 pays d'Europe en tournée internationale avec les sélections masculines et féminines de volleyball. Quel moment vraiment vous a le plus marqué? Quel moment? Au niveau sportif, bon, c'est ce genre de déplacement. De déplacement avec vous les allez sélections. représenter le pays. On joue l'hymne national. Et vous, parfois, vous gagnez, parfois, vous perdez. Mais c'est le fair play, c'est ce qui vous forme. Je me rappelle en 85, il y avait le Norseca. Il était à Santiago. Donc, on a joué avec des équipes comme Cuba, Canada. J'ai eu l'occasion de jouer avec la Mireya Luis, qui est la joueuse internationale, la joueuse cubaine, la meilleure joueuse du monde. Et elle était entrée en Haïti il y a 3 ans de ça. Donc, ce sont des expériences qui vous marquent. On avait fait une tournée, je me rappelle, avec les Tigresses en République dominicaine. On a joué dans toutes les villes du pays pendant près de 15 jours. On a même joué au Palais national, tellement on a battu équipe, On nous a invités à jouer avec une équipe du Palais. Wow. Donc, ça a été des expériences enrichissantes. Moi, je dis que le sport, c'est l'école de la vie. Ça vous permet d'accepter les défaites, d'être content pour les victoires, de savoir communier avec les autres. Ça vous demande une certaine tolérance. Donc, lorsqu'on pratique un sport, surtout un sport d'équipe, ça vous forme. Oui, c'est vrai. Bon, nous allons prendre notre deuxième pause à l'émission. On vous revient dans quelques poussières de secondes. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission À travers et nous recevons Marina Gourg, une enseignante de carrière, une sportive, une femme politique. Si vous avez raté la première partie assez passionnante de cette émission, vous pouvez regarder l'intégralité sur YouTube. Vous tapez l'émission À travers sur la télévision Pacifique et vous serez servi. Dans cette deuxième partie, Madame Gourg, nous allons un petit peu parler du réseau mondial de ressources des Haïtiens de la diaspora. Un tout petit peu, parlez-nous de ce réseau. Au fait, c'est une structure, une plateforme qui a été mise sur pied l'année dernière aux États-Unis. Et elle a déjà un réseau à New York, à Miami et à Chicago. Donc, au fait, c'est un groupe d'Haïtiens de la diaspora et d'Haïti aussi, vivant en Haïti, qui jugeait bon que diaspora a un apport important pour le jouer dans le pays. Diaspora pas là seulement pour vos écoles, pour ceci, pour cela, et puis pour droit pas respecter. Alors qu'un pile nan yo gagne de grands projets de développement, yo joignent différentes barrières là pour yo atterrir, j'en yo dit ici. Donc c'est dans optique ça que plateforme nan vient créer. Donc plateforme nan c'est Haitian Diaspora Resources Worldwide. Son bagay pour ressources de toute diaspora, tout haïtien qui vit à l'étranger à travers le monde. Et vocation li c'est mobiliser maximum de ressources que nous besoin pour nous capable vraiment changer Haïti, pour nous relancer l'économie haïtienne. Donc l'homme était toute compétence diaspora ça yo dans
cadre ou vision de développement qu'on gagne à travers des forums, des journées, portes ouvertes, ou faire des semaines de réflexion. Nous pensons que le cadre d'un bon apport pour le pays. Et nous voulons promouvoir le développement économique aussi, à travers des grands projets, des méga-projets. On va parler de ça tout à l'heure. Oui, Le oui, village sans certainement. Le souci village de sans Gantier, c'est souci, un projet oui. de la diaspora aussi. Et nous pensons que nous sommes capables de mobiliser un pile ressources financières à travers des firmes étrangères, à travers des partenaires étrangers. Vous comprenez, dans le but pour créer un espace de retraite ou un espace de rêve pour compatriotes qui t'a remis tourner dans le pays. Donc, mission, c'est contribuer à la stabilité de développement économique ou engagement que vous prend pour faire des réformes dans beaucoup de systèmes. Et nous voulons engager tous nos batailles pour la diaspora capable de gagner des droits politiques, pour la diaspora capable de voter, pour la diaspora capable d'occuper des postes politiques, pour le cas sénateur, pour le cas des postes députés, parlementaires, ministres, diaspora quand même gagne droit à ça. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie parce que la plateforme n'a participé vers la mi-janvier au congrès constitutionnel que MAV a organisé. Au contraire, m'a profité de saluer le ministre Mavlan, Gonzagde, que il était une grande envergure à un pile et organisation de la diaspora qui était entrée pour ça, pour dire disons, pour dire besoin, pour dire qui ça voulait dans le projet nouveau constitution. Donc, nous avons goûté pour ça. Et dans ce sens, je pense que nous avons travaillé étroitement avec EMAV et organisation qui l'autre bon pour nous capable de faire atterrir le projet ça. Donc stratégie nous avons un comité là-bas et nous avons un comité ici. Particularité plateforme c'est comité ici qui a un comité multisectoriel pour le diaspora à venir, il connaît ses santé, nous indiquer qui gens pour l'investir dans la santé. Nous connaît ces domaines artisanat mais qui est pour parce qu'en général là ils viennent ils sont comme perdus. Oui, ils sont comme perdus. Donc, c'est ça le but. Donc, et on travaille, on fait la mise en place, on a fait beaucoup de rencontres ici. Donc, on a des projets de développement pour le sport, pour les écrivains. Et si peut-être écrivains. ils ont besoin d'intégrer réseau ça. Réseau ça, justement, nous avons un website qui c'est hdrww.com qui a finalisé. Donc, c'est à partir de website ça que nous avons inscrit, que nous avons supporté pour nous porter soutien à projet ça. Et nous espérons atteindre 1 million de membres. Parce qu'au niveau de website, nous avons un portail de services qui offre diaspora différents services. Donc tout ça, c'est en construction. Parce que ce sont plateformes qui jeunes, mais qui ont des gens qui sont vraiment patriotes, qui aiment un pays, qui veulent faire avancer. Donc on travaille là-dessus. C'est une autre mission que j'ai maintenant. Ah, ok. Alors, nous allons un tout petit peu parler du village sans souci de Gantier, dont vous faites partie du conseil d'administration, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je suis la secrétaire trésorière du conseil d'administration de Chadi, disons plutôt Chadi. C'est de la Société haïtienne de développement immobilier. C'est une SAM. La SAM, ça veut dire une société anonyme mixte. Pourquoi on dit société anonyme mixte? C'est parce que l'État est partenaire dans le projet. Donc, l'État a son représentant aussi dans le conseil. Et l'État est partenaire dans le projet, c'est parce que l'État vient en apport avec les terres. C'est un projet de développement de grande envergure. Il faut me dire que le promoteur projet a commencé depuis près de 15 ans. Donc, on peut comprendre l'investissement en Haïti, ce que ça demande comme marathon, comme parcours et comme bonne volonté, c'est pour atterrir un projet de développement de envergure. Ça. Parce qu'au départ, c'était un lieu de retraite, un village. Et en cours d'échange avec les différents ministères, ils pensaient que nous sommes à 10 km de la frontière. Donc, l'État a tout indiqué pour une zone franche là. Donc, une zone franche avec un parc industriel, des entrepôts. Et pour faire cette mise en place, ça demande beaucoup de démarches administratives. Donc, c'est ce qui a pris du temps pour sortir 2 fois sous moniteur, non seulement pour la Société haïtienne de développement Chadi. Et là, je voulais rendre hommage au ministre des Finances qui t'a aidé nous en pile, qui t'a compris le projet, qui est un ami, c'est Feu Yves Bastien, qui vraiment est l'un il dit le pays a besoin de 50 projets comme ça pour développer. Donc, il t'a mis tout lui-même, t'a demandé tout cadre et financiers vraiment participer, que ce soit au niveau de la direction de la zone franche, que ce soit au niveau de la section juridique, il t'a fait avancer. Et c'est là qu'il fait tout le ça, Chadi en vient créer, sortir sous moniteur. Et puis ensuite, maintenant, le projet devrait suivre son cours, faire les démarches au niveau de la Cour supérieure des comptes
Donc, c'est la dernière étape à franchir. Ah, Madame Gougué, c'est vrai, vous parlez nous de village sans souci de Gantier, c'est bien ça? Donc, si on moun Gantier a regardé concrètement, la dit qui ça et projet ça après le poté pour zone là? Bon, c'est son fierté la pied pour tout Gantier-Ouazio, parce que ce n'est pas exactement à l'intérieur de la ville. Le projet va se faire sur la route nationale numéro 8, un peu plus loin que Gantier, mais c'est dans la commune de Gantier. L'abdonnant pour premièrement économique, puis ce second projet d'envergure ça dans la ville, tous les feux seront convergés vers ça, vers la ville. Et au point de vue emploi, parce que nous connaissons combien de jeunes qui ont besoin d'emploi, ce n'est pas seulement pour Gantier, mais toutes les zones aux alentours, que c'est fonds parisiens, que c'est quoi des bouquets, il y a Port-au-Prince. Donc là, créer une relance économique. Donc c'est pour ça que nous devons commencer premièrement avec la zone franche et le port industriel. Donc c'est ça, première étape là à pied. Donc je pense qu'il y a bien pour tirer en pile de ça. Et la mairie de Gantier appuie le projet, mais on est au courant du projet depuis longtemps, parce que pour arriver là, il fallait faire toutes les démarches administratives. Donc là, on va implanter un projet dans la zone. Premier monde pour c'est le maire là. Donc le maire a toujours soutenu, le maire nous a donné, a validé le projet, nous fait combien de rencontres avec les plans et tout. Donc tant qu'on dit lenteur, l'encournian, c'est au niveau de validation de la Cour supérieure des comptes. Parce que donc c'est à ce niveau que vous êtes? Oui, on est à la dernière étape parce que l'État a déjà tout finalisé, leur pontage a été fait au niveau de la DGI, les terres sont au nom de la société, c'est une SAM, la société mixte, et les plans, tout est là, donc il faut, mais vous savez qu'en Haïti, avant de réaliser un projet comme ça, il faut remplir le soulier sous pas tenace. Moi, heureusement que je connais les circuits, les contours et les retours, et c'est pour ça qu'un pile projet de diaspora, je parlé de Haitian Diaspora, ils ont découragé, parce que là, ils viennent à n'importe quel projet, ils mettent dans le tiroir, ils fait passer en pile misère, donc c'est ce qui bloque le développement du pays. Mais nous-mêmes, au niveau de Chadi, on va y arriver. Bon, on l'espère bien. Madame Marina Goug, je crois qu'on est au lendemain de la journée internationale des droits de la femme, donc nous ne pouvons pas quitter le moment ça a passé et pour nous pas étendre 2-3 pensées au gagner à l'égard des femmes haïtiennes ou des femmes de manière générale, pourquoi pas? Bon, les femmes, c'est le pilier du monde, capable de dire ça. Ou qu'elles sont femmes, c'est un cas qui vide, qui t'en manque celle. Et je pense que nous luttons moi-même avec un pile et l'autre sportive, nous te mettons sous pied dans les années 2000, 2001, au groupe de travail Femmes et Sport. Parce que c'est une exigence que le Comité olympique international a fait. Alors, on m'a parlé là au niveau du sport, que pour gagner tout comité national, il y a un groupe de travail Femmes et Sport. Et moi, je fais partie du premier groupe de travail Femmes et Sport, ça, avec anciennes toutes grandes sportives. Donc, but, c'est pour qu'il y ait plus de femmes dans les instances dirigeantes des fédérations et du comité olympique. Donc, c'était ça. Et inciter plus de filles, plus de petites filles à faire pratiquer le sport. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est un combat à ce niveau, oui. Nous avons participé dans beaucoup de conférences, notamment dans la conférence mondiale qui était faite à Lillehammer en Norvège. Et là, je pense pour une amie, Dr Gauthier, Marie-Antoinette Gauthier, c'était fait hier. Et son monde qui luttait en pile pour femmes, je pense qu'elle doit être au bout du tunnel. Sont femmes très combattantes. Donc, il y a un pile dans nous, que c'est dans Tigresse, que c'est dans Femmes et Sport, nous avons pensé à lui parce que nous connaissons les conditions qui ça traverser. Donc, nous devons dire un mot spécial pour lui, d'autant que hier, c'était fait lui. Donc, et c'était une instigatrice mouvement Femmes et Sport. C'est lui qui a fondé Femmes et Sport. Avec d'autres vedettes, en cours, Yolette Simon, nous avons Caroline Chou, Hermita Dan, Jessie Pierre. Nous avons tout le gratin des anciennes sportives. Donc, le comité existe toujours, mais heureusement, moi, je ne suis plus là-dedans, je ne suis plus au comité olympique. Mais le mouvement, c'est pour qu'il y ait plus de femmes dans l'instance dirigeante, même gens que combat femmes au niveau politique, au niveau éducation, à n'importe quel secteur pays, il faut qu'il y ait plus de femmes dans tous les niveaux. C'est pour ça que Femmes à Broumen, ce n'est pas vraiment une fête, même pas considéré comme fête pour célébrer. On peut commémorer la date qui peut inciter nous à aller vers d'autres combats. Parce que nous gagnons un peu, même au niveau d'Haïti, je pense que dans la Constitution amendée, il y a un pourcentage que femmes là, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et moi, je suis très content de faire partie d'un gouvernement que tu as un pile femmes là dans le tout.
Ça me capable de dire ça. Donc, et sur ce point, vous pensez qu'il y a des avancées qui plus ou moins faites? Oui, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau légal, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut que les femmes prennent en tête tout. Vous comprenez? Il faut que les femmes apprennent métier, il faut que vous connaissent que vous indépendants et indépendants financiers là pour gagner. C'est pour la formation. Oui. Et me songe là, nous t'es secrétaire d'État, nous t'es fait en pile formation pour des métiers d'hommes. Nous t'es incité, mesdames, à apprendre des métiers qui traditionnellement étaient réservés aux hommes. Maçonnerie, électricité. T'es en pile, t'es apprendre métier ça, t'es débrouillé. Donc, je pense qu'il faut célébrer ça. À travers le monde, il a marqué le jour. Nous-mêmes en Haïti, moi, qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Donc, son date mémorable, une date historique. Et nous avons souhaité que la lutte continue pour porter plus de fruits pour les femmes, pour qu'il y ait plus de femmes à la tête des instances dirigeantes de ce pays. Donc, combat au niveau de la mentalité également, parce que c'est là que ça se joue. Justement. Par rapport non seulement à Femme, qui doit connaître et qui ça vaut, qui ça et peut-être capoter dans la société. Par rapport avec monsieur tout qui doit connaître, c'est pas parce que moi femme, mais d'abord moi c'est humain, donc compétence moi cabali dans tout niveau et société. Effectivement, son combat pour faire à la base parce que tout le monde passe dans le livre Timalis, etc. Là, après, gens ont traité petits filles, ont traité petits garçons, petits filles c'est lavé, petits garçons c'est ceci. Donc, il y a une refonte qui peut faire au niveau de ces manuels-là, qui peut changer la mentalité. On ne va pas dire petits filles cap lavé pas bon, c'est pas ça nous dit. Oui, c'est pas ça nous dit. Justement, c'est stéréotype-là. C'est ça, il apprend nous. Côté, il y a des petites filles, c'est qui parlent dans le marché, petits garçons, vous comprenez, ils ont certains privilèges. Donc, c'est une mentalité ancrée en nous. Justement. Et tout changement que vous faites, c'est à partir de l'éducation. Donc, je pense que c'est pour gagner de nouveaux formats pour capable avancer. Et société a gagné en pile, les femmes qui formées, Madame Goug, les femmes qui sont capables de compétences aux gens, nous t'ai dit tantôt, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des filles qui ne sont pas formées, qui ne sont pas plus ou moins, qui ont indépendance financière ou bien autonomie financière. Donc, quand vient on pourra pour famille, on pourra peut-être et pour mari ici le marié. Donc oui, pour compagnon n'importe qui. Et puis il y a un manque de respect aussi, il y a la violence aussi qu'on fait aux femmes. Dans le connaît que les femmes n'ont pas indépendantes, bien que ce n'est pas femme indépendante seulement qui touche de violence. Ça sont l'autre point encore très important que pour nous combattre dans le pays à travers le monde. Donc nous connaissons combien de femmes qui sont victimes de ça, que nous perdons combien de femmes valables dans ce genre de choses. Mais aux femmes faites pour former, tout comme un homme doit être formé. Oui, parce que c'est ce qui fait la grandeur d'une nation. C'est le monde qui font pays. Donc, plus on a un monde formé dans le pays, plus on a un monde valable. Regardez, je vais parler de Kamala Harris. Et donc, moi, Karine Jean-Pierre, en pile femme haïtienne qui a évolué là-bas, qui occupait de gros postes avec le président Joe Biden. Donc, tout ça, c'est la formation. Et il n'y a pas peur de former tête, il n'y a pas peur d'étudier. Tu vois? Oui, certainement. Donc ça, parce que j'en dis un point qui est important. Très la important. Formation. Oui. Et c'est ça vraiment qui peut le faire utile pour les ressources humaines dans la société. Oui. Parce que sans formation, on est capable de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de ressources humaines. Voilà. Donc je pense que pour ça, c'est vraiment important. Et Madame Goug, on était vraiment trop content de vous recevoir sur ce plateau. On vous dit vraiment merci de votre passage. Et certainement, on se dit à la prochaine si nous voulons parler de projet ça. Et là, sans souci de gantier, je pense qu'il y a un gros pas vraiment pour le pays. Merci beaucoup, Naïma. Je remercie les techniciens et moi, j'étais très content de passer ce moment ça à travers. Merci. Et à travers, on a reçu Madame Marina Goug. Merci à vous qui avez vraiment suivi cette émission. Et on vous dit à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.